De loin, il semble aussi large que l'horizon. On le distingue à peine. C'est le train le plus long du monde, plus de 2 km. Et à peine est-il parti que dans la mine, on prépare le suivant, car il y en a 3 par jour. À chaque convoi, 200 000 tonnes de fer quittent la mine de Zouérat, au nord-ouest du pays. Et cela fait 50 ans que ça dure. Même si les machines ont évolué, le processus est toujours le même. La locomotive se déplace mètre par mètre au rythme du remplissage. 80 tonnes de minerai de fer dans chaque wagon. Très très loin à l'arrière du train, un wagon unique se remplit de voyageurs. Ils profitent de l'aubaine pour rejoindre le grand port du pays, Nouadhibou. La plupart sont des commerçants. On préfère voyager dans des wagons de transport que sur les wagons de mine. Voyager sur les wagons de minerai, c'est illégal. Pourtant, la voiture des douaniers ne s'arrête pas. Ici, tout s'achète, ce qui permet de faire vivre une mafia. Ahmed en sait quelque chose, il fait le voyage depuis 5 ans. Il y a toutes les choses ici. Il y a la police, il paye la police, il paye les gendarmes, il paye les douanes. Cette fois, le train est prêt à partir. Ahmed revend des pâtes et de l'huile achetées en contrebande ou prélevées sur l'aide humanitaire. Il va devoir passer 18 heures dans la poussière du minerai et affronter le froid des nuits du désert. Avec ses 200 wagons, c'est bien le train le plus long du monde. Le plus long mais aussi le plus lent, pas plus de 40 km/h. Chef conducteur, Mohamed n'en est pas à son premier trajet. Il le fait depuis près de 40 ans. Je suis très fier. J'ai travaillé avant à l'entreprise dans un autre service. J'étais dans la manutention, à l'intervention. Et en voyant les trains à côté, les va-et-vient, ça m'a impressionné. J'ai demandé à ce qu'on me transfère pour devenir chef de bord. Le long du parcours, des informateurs fournissent quantité de données sur l'état du réseau ferroviaire. Alors, lorsqu'on les croise, les conducteurs leur lancent du pain en guise de remerciement. Le thé, plus qu'une tradition, c'est presque une religion. Aujourd'hui, il est préparé par Sidi Bey, le conducteur adjoint. Le thé, on peut le faire sans la mousse, mais sans la mousse, le verre n'est pas joli. Ah ouais. Donc, il faut faire de la mousse. La nuit tombe sur ce désert mauritanien qui a servi de cadre au Petit Prince de Saint-Exupéry. Un morceau de Sahara plein de poésie, mais aujourd'hui dangereux. Les touristes ont fui depuis qu'Al-Qaïda s'est implanté au Sahel. Le village de Choum, c'est le seul arrêt pour les passagers. Ravitaillement pour les uns, d'autres montent encore à bord pour se trouver une place dans un wagon déjà bondé. Le réveil est difficile, après une nuit particulièrement fraîche, dans un compartiment délabré, où plus rien ne fonctionne depuis déjà très longtemps. Le train, c'est très dur. C'est tellement dur. Ça veut dire que vous le prenez souvent? Oui, on le prend souvent. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de l'eau, ni toilette. C'est pas normal. Il est vrai que chacun a payé 7 € pour ce trajet de 700 km. Et ici, 7 €, c'est déjà une somme rondelette. Pour eux, c'est la fin du voyage. Nouadhibou. Lorsqu'ils auront écoulé leurs marchandises, ils reprendront ce train dans l'autre sens. Reste encore 20 km pour le minerai de fer. 20 km avant d'arriver au port et d'embarquer sur un bateau. Le train, lui, est déjà reparti vers le désert. En cette saison, le soleil ne monte plus beaucoup au-dessus de l'horizon. Dehors, il fait -17. Le froid s'infiltre partout
menaçant l'avancée du convoi. 2400 km en 2 jours, c'est la feuille de route de la Flèche polaire, le train qui va au nord du monde. À chacune des 31 stations, tout le personnel descend dégivrer les essieux ou les quais. Pour Sergueï, ce n'est que l'une de ses responsabilités. C'est pour éviter les accidents. Il faut nettoyer les essieux en permanence. Alors moi je suis et cuisinier et mécanicien. On quitte Moscou de nuit et lorsqu'on ouvre les yeux, c'est déjà l'hiver. Un jour entier à travers la taïga, la forêt russe. La ligne fut le dernier grand chantier de Staline. 80 000 prisonniers des goulags pour la bâtir. Beaucoup perdent la vie à cause du froid ou de la souffrance. Les Russes se disent parfois que sous chaque traverse se cache un cadavre. On est mieux à l'intérieur. Ce huis clos forcé offre toutefois une étrange proximité. Sur le chemin, tu parles beaucoup de toi, tu es sincère, tu écoutes beaucoup aussi. On peut tout raconter, parce que la personne en face, peut-être, tu ne la verras plus jamais. Sur la table de Lila et Vassili, de quoi tenir un siège. Mais d'autres voyageurs profitent des arrêts pour se nourrir. Tout au long du parcours, il y a d'incroyables marchés éphémères. Mais il est où le petit pot de confiture? Il était là tout à l'heure. Le voilà, c'est celui-là que je veux. Donnez-moi deux pots d'érel. Dans ces villages du Nord, on vend des baies rouges, des champignons et du poisson séché. L'arrêt dure le temps de voir arriver une puissante locomotive diesel adaptée au climat qui va maintenant se durcir vraiment. C'est le marchepied. Il s'ouvre pas, il ne ferme pas. Les problèmes commencent. Un marchepied gelé empêche une porte de se fermer. À coups de hache, il faut casser la glace. L'étanchéité des wagons doit être absolue. La particularité, c'est qu'il fait très froid. Ces dernières années, avec le réchauffement, ça ne descend plus qu'à moins 35, moins 40 maximum. Ici, il faut donc chauffer les wagons en permanence. Enlever la neige des parties mobiles. Il faut éviter que les wagons ne gèlent. Des dizaines de kilos de charbon sont chargés. Dans chaque voiture, ce sont les contrôleuses qui luttent contre le gel. C'est avec ce poêle que je chauffe le wagon. En permanence? Bien sûr. La nuit, le thermomètre peut descendre à moins 60 degrés de l'autre côté des vitres. Voilà pourquoi le travail ne cesse jamais. Dans sa cuisine, Sergueï prépare des spécialités riches en calories, comme ce porc dit à la française. On fait sauter du porc. On met par-dessus des oignons, des champignons, de la mayonnaise, des tomates. Et puis tout ça est gratiné au four, avec du fromage. Et c'est tout. Au petit matin, la classe économique a des faux airs de champ de bataille. Mais la température n'a pas baissé. Dehors, le spectacle est magique. Les montagnes de l'Oural et désormais les mystérieuses cités fermées du cercle polaire, celles qui sont interdites aux étrangers. Le train progresse lentement à l'approche de la dernière station, l'Abitnangi, textuellement les 7 mélèzes. Partie il y a 42 heures de Moscou, la flèche polaire arrive au terminus. Après, il n'y a plus rien que l'océan glacial arctique. Dans la nuit, le train sera nettoyé, révisé et repartira demain matin vers Moscou. S'il y a bien quelque chose d'universel avec les trains, ce sont les vaches. Dans le monde entier, elles les regardent passer avec le même air blasé. Seulement ici, au Cambodge, elles pourraient bien afficher un regard plus étonné. Les trains qu'elles voient passer n'ont rien de banal, ce sont les Bamboo Trains. Bienvenue à Battambang, deuxième ville du royaume, le long d'une voie ferrée aujourd'hui abandonnée
qui la relie à Phnom Penh, la capitale, une voie ferrée qui porte littéralement l'histoire du pays. Construite par les Français à la fin du 19e siècle, elle vit sa petite vie tranquille de chemin de fer jusqu'aux années 75, 78, les années Khmer Rouge. Elle bascule alors dans l'horreur. Soy Sarwon s'en souvient. Pendant Pol Pot, j'étais petit et j'ai vu des gens plus âgés qu'on emmenait, attachés les mains dans le dos pour les tuer. Ça s'est passé ici, le long de la ligne. J'ai pu voir ces scènes en me cachant dans les réserves de patates douces. Dans la guerre qui suit entre Vietnamiens et Khmer Rouge, il y a tellement de mines, d'attentats, de morts qu'on décide finalement au lieu d'abandonner la voie. Le problème est qu'elle était vitale pour les habitants du coin, le seul moyen de communication et de transport. Des petits malins ont donc l'idée de se réapproprier les rails et inventent ces plateformes de bambou. Il y avait un vieux monsieur qui était réfugié ici. Il était forgeron et m'avait repéré car j'étais menuisier. Il travaillait beaucoup et m'avait demandé de raboter une roue en bois. Et c'est ainsi qu'on a pu réaliser un lorry qui a fonctionné 1 mois. Avec des roues en fer, ça roulait mieux. C'était en 1980 et j'ai été le premier à rouler sur cette voie. À l'époque, on poussait les lorries. Mais on ne va pas tarder à découvrir qu'un petit moteur de pompe peut remplacer avantageusement les pousseurs. Le business s'institutionnalise malgré un prix assez élevé au Cambodge, $1 par personne. C'est vrai, c'est assez cher, mais si on ne paie pas ce prix-là, on ne peut pas aller au bout du chemin. Car avec la pluie, les motos ne passent pas. Même à pied, on risque de glisser et de tomber. Alors il vaut mieux dépenser cette somme que d'avoir un accident. C'est ainsi que les bamboo trains se multiplient comme des petits pains. Avec un problème tout de même, lorsque deux lorries ou deux draisines, c'est le mot technique, se retrouvent face à face, il faut qu'un des deux se démonte en 2 temps 3 mouvements. On se concerte pour savoir celui qui doit enlever son lorry du rail, celui pour lequel c'est le plus facile. Il n'y a pas de règlement et en général ça se passe bien, il n'y a jamais eu de problème. Par exemple, si un lorry transporte une moto un peu grosse, difficile à enlever, eh bien c'est l'autre qui va sortir des rails. Alors bien sûr, ça ralentit le transport. Il faut parfois démonter plusieurs fois sur quelques kilomètres. Et si l'on ajoute à cela que des routes et des pistes commencent à se développer dans le secteur, on comprend que le business périclite. Enfin, périclité. Car les bamboo trains ont su trouver un nouveau marché, les touristes. Quand il y a eu le moteur, les étrangers ont commencé à s'y intéresser. Ils se disaient, tiens, pourquoi ils utilisent un lit comme ça pour se déplacer? Ils appréciaient cette inventivité, ce système D. Et petit à petit, comme ils trouvaient cela amusant, les étrangers sont venus essayer notre lorry. Et cela dure depuis jusqu'à nos jours. À $5 le petit tour sur la voie, le calcul est vite fait. Le bamboo train est devenu la principale ressource touristique de Battambang. Mais voilà, la fin de ces trains insolites est programmée. La compagnie des chemins de fer du Cambodge a annoncé son intention de réhabiliter et rouvrir la ligne. Mais à en juger par l'état un peu zigzagant des rails et celui plutôt délabré de la gare de Battambang, on se dit que ces petits trains ont encore quelques beaux jours devant eux. Un tapis rouge pour le Nirvana. Le Mahapari Nirvana Express n'est pas une locomotive de luxe. Sa mission est littéralement de vous conduire sur les pas de Bouddha. Au départ de Delhi, des passagers pèlerins venus des 4 coins du monde, avec des attentes hautement spirituelles, mais aussi quelques angoisses matérielles. C'est le rêve de toute une vie. On espère juste qu'on ne va pas attraper la tourista. On a un peu peur de tomber malade. 112 voyageurs, une majorité de bouddhistes, mais aussi de simples touristes, un peu perdus. Ça devrait être intéressant, en tout cas inédit pour nous. Les chemins de fer indiens organisent ce circuit depuis 5 ans pour faire découvrir les lieux cultes du bouddhisme. 3000 km à travers l'est du sous-continent, une région très mal desservie par la route. Gita Nathan, émigré aux États-Unis, est revenu spécialement avec sa fille pour ce périple.
C'est un peu difficile de faire ça avec le bus et tout ça. Et avec le train, on peut voir toutes les choses que le Bouddha a recommandé de voir. 8 jours de trajet les attendent, mais pour certains, le voyage a commencé il y a des années. Un voyage spirituel, c'est 24 heures sur 24. Et ici, même la nuit, on continue à avancer sur le chemin de la foi. 12 heures et 1000 kilomètres plus loin, Bodh Gaya, le lieu saint du bouddhisme. Le lieu où Bouddha eut sa révélation il y a 2600 ans, sous cet arbre, un banyan. Là, c'est le trône de diamant où le Seigneur Bouddha a reçu l'illumination. C'est le Seigneur qui m'a amené ici. Pas le train qui est uniquement physique et matériel, c'est lui qui l'a permis. Le train est tout de même bien pratique pour marcher sur les pas de Bouddha. Il avait de très grands pieds. Et c'était un grand marcheur. Un prince devenu vagabond qui abandonna ses richesses et erra dans la forêt à la recherche du Dharma, la voie du bonheur. Nos pèlerins poursuivent leur route en première classe indienne. Pour 100 € par jour, tout est pris en charge. Dal et chapati avec ravioli vapeur. En religion comme en cuisine, nous sommes dans le bouillon de l'Asie. Cuisiner pour des pèlerins, c'est bon également pour notre karma. Pour ce qui est d'apaiser le corps et l'âme, c'est raté. C'est trop épicé. Il y a pas mal d'ail aussi, mais c'est très bon. Ni excès, ni diète, la voie du bouddhisme est la voie médiane. Le pèlerinage emmène nos voyageurs dans les terres où Bouddha élabora sa pensée, à Sarnath et à Rajgir, où il passa des années à méditer, puis à enseigner. C'est l'occasion de découvrir des régions de l'Inde qu'on ne visiterait jamais normalement, loin des guides touristiques. Dans ces lieux épurés, ramenés à l'essentiel, est née une philosophie du bonheur par le renoncement. Même si on est dans une grotte, on a une sensation d'espace. On ne se sent pas enfermé, au contraire, on ressent de la joie et du bonheur. La dernière étape de l'âme bouddhiste, vous allez en nirvana ? Oui, on cherche la route. Est le point culminant du voyage. Le Bouddha allongé de Kushinagar symbolise l'accession au nirvana, la libération de toute souffrance et du stress du train-train quotidien. On a tous des petits tracas dans la vie de tous les jours, mais cette expérience, ce voyage aide à tout relativiser. Le Mahaparinirvana se met en branle pour une ultime étape, celle qu'accomplit Bouddha lui-même. Il passa la fin de sa vie dans la région du Gange et c'est à Bénarès, au lieu de l'hindouisme, que s'achève notre voyage. Il n'y a pas tant de différence entre bouddhisme et hindouisme. Au départ, Bouddha lui-même est né hindou. C'est ici que celui qui refusait le titre de Dieu ou de prophète transmit sa pensée bien au-delà de ses disciples de toujours. Là que le bouddhisme se plonge dans l'immense bain spirituel indien pour irriguer le monde entier. À travers les Abruzzes, il n'y a que lui qui arrive à passer. Ce train transperce la montagne. Entre Sulmona et l'Aquila, 61 km de ligne. 1 heure de trajet, quelle que soit la météo ou le relief. Quand par les cols gelés, une voiture courageuse mettrait 2 ou 3 heures. Et sans garantie. Entre les mains de Giovanni de Ioris, des leviers qui semblent venir d'un autre temps, un peu comme les origines de cette route de montagne. Juste en dessous de la voie, c'est l'ancienne route construite par les Romains. La Tiburtine tracée sous l'empereur Valérien. Elle reliait Rome à Pescara sur l'Adriatique. Elle traversait les montagnes par les cols et les défilés. L'antique voie romaine par les gorges de San Venanzio.
Et pour bien nous prouver que la route est encore sauvage, la nature se manifeste sous la forme d'un cerf qui traverse la voie. Avec la brume pour couvercle et les montagnes comme rempart, Sulmona est prisonnière d'une cuvette. Le train est son seul échappatoire. Du matin jusqu'au soir, 20 départs vers la capitale de la région. Maurizia, Luca et les autres en sont les habitués. Des étudiants, la majorité des voyageurs du matin. Dans le 7h48, tout le monde va d'ailleurs à l'université. Parce que pour eux c'est simple, sans le train, ils auraient dû choisir entre abandonner leurs études ou s'exiler loin de leur ville natale. Ça m'aurait vraiment créé des difficultés. J'aurais dû m'organiser autrement et ça aurait été difficile. J'aurais sûrement déménagé à l'Aquila sans ce train. La ville serait morte sans ça, parce qu'il n'y a rien d'autre pour bouger. Je serais parti à Pescara où j'aurais même dû quitter la région. Le train des Abruzzes, qui permet aux jeunes de partir étudier sans devoir émigrer. Il y a 2 ans, la fréquence des lignes a même été doublée. Alle 10:30 vengo qui. Buongiorno. Et Giovanni en a vite vu les effets. Avete già preso il caffè? Ce café qui était fermé a réouvert ses portes. Et Guido, lui aussi, n'a plus eu besoin de partir. Il a trouvé du travail chez lui. Vous êtes combien ici? On est 7. Ah, c'est sûr, sans le train, j'aurais dû m'en aller. Il n'y avait pas de vie ici avant et pas de travail. Alors cette ligne, on est aux petits soins avec. Et ça coûte cher. Les tunnels, les ponts, la montagne, 1,5 million d'euros pour l'entretien annuel. 3 fois plus cher que ce que les voyages rapportent. Mais c'est égal, il faut la maintenir en service, coûte que coûte. La ville et les villages du coin sont très isolés. Alors sans aucun doute, cette ligne est vitale pour la région. Le régional Sulmona-l'Aquila dans les montagnes des Abruzzes. Un train pour des hommes, pour des femmes. Une ligne comme il en existe de moins en moins. Comme un fil d'Ariane qui maintient en vie toute une région.